France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'économie est au bout du rouleau, mais la France ne souhaite pas rester hors plan. Il faut relever le pays, ne pas le laisser en plan. C'est l'occasion de signer des accords économiques et culturels. Les films venus d'Hollywood s'installent confortablement dans les salles françaises. Au cinéma, quand l'acteur, l'actrice est cadré à mi-cuisse, il est question d'un plan américain. C'est aussi le cas après-guerre. Un autre plan américain, gros plan Marshall, donc sur la reconstruction. Camarades mineurs, c'est au nom de la nation française que je viens vous parler. La volonté du gouvernement était de faire supporter à chaque Français sa part légitime d'un fardeau qui n'est tolérable que s'il est réparti sur les épaules de tous. Vous vous êtes parfois demandé, cultivateurs, mes amis, si vous ne faisiez pas un marché de dupes en livrant au ravitaillement votre blé ou votre bétail. Allô Paris, ici Rouen. Le cours de l'histoire. Le programme d'aide intérimaire qui devait s'échelonner de novembre 1947 à avril 1948 tire à sa fin. L'heure est venue de faire l'Europe pour le meilleur aménagement des conditions immédiates de la paix. En somme, Monsieur le Président, vous formez des vœux pour le succès de cet emprunt. Certainement. Il y a du boulot au sortir de la guerre, un pays entier à reconstruire. Michel Margueras, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire économique contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Fabien Cardoni, bonjour. Bonjour. Historien chargé d'études à l'Institut de la gestion publique et du développement économique, comité pour l'histoire économique et financière de la France. On pourrait passer plusieurs heures à faire l'état des destructions au sortir de la guerre. On peut dire que l'économie est à plat. On peut dire de deux manières. Il y a d'une part une régression considérable par rapport à la situation française, c'est-à-dire que grosso modo, on ne peut pas aller trop dans les détails, mais grosso modo, l'économie française n'a pas rejoint son niveau de développement, de production de 1929 en 1945. Elle ne la rejoindra qu'en 1949. Donc ça vous montre 15 ans de régression, aggravée par la défaite de 40, par l'occupation, les prélèvements allemands, et là aussi, grosso modo, en moyenne, les Français, au sens des Français à la base, ont un niveau de vie qui a régressé entre 40 et 50% par rapport à 1937-38, qui était déjà pas inférieur à celui de 29. Donc ça vous montre quand même une régression globale. Mais, et c'est là le deuxième aspect où il faut relativiser, ça n'est pas aussi catastrophique que alors je ne veux pas employer les mêmes termes qu'un responsable politique qui vient de mourir, qui a dit que au fond, la traversée de la Seconde Guerre mondiale avait été facile pour la France. Non, mais relativement à ce qui s'est passé en Europe de l'Est, eh bien, il y a beaucoup moins de destruction. Il y a eu des destructions, mais qui sont relativement limitées. C'est plutôt le vieillissement, le sous-investissement, l'absence de croissance, l'absence de modernisation, de renouvellement. Et donc, c'est une économie fatiguée. Fatiguée aussi par les prélèvements allemands qui ont porté à la fois sur la production, sur les finances et sur la main-d'œuvre, sans compter la répression. Donc, vous voyez, on est dans une situation qui est effectivement une situation de régression très forte, de choc aussi. Après la défaite, c'est la plus grosse défaite du XXe siècle, et peut-être même au-delà. Le choc de 40 a été catastrophique. Et au fond, ce qui va être difficile à expliquer pour tout le monde, c'est comment on se relève d'une telle situation, parce que ça va être au fond assez spectaculaire. Fabien Cardoni. Oui, les destructions sont peut-être moindres qu'à l'Est, mais elles sont quand même très importantes, plus importantes que la Première Guerre mondiale notamment. Et puis la production a été divisée par deux entre 38 et 45, donc on part quand même d'un niveau qui était déjà bas et qui a été encore largement affaibli pendant la guerre. Michel Margueras, dans ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a un élément auquel on ne pense pas dans les destructions. C'est vrai qu'on voit bien la destruction des voies ferrées, des ponts, des usines. Tout cela, c'est une chose. Mais le vieillissement de l'appareil
productive. C'est-à-dire que pendant toute la durée de l'occupation, il n'y a pas eu d'investissement. Les machines sont anciennes déjà. C'est important pour comprendre la situation de 1945. Ça s'est arrêté. Tout était... Dès 1930. Dès 1930, oui. Ouais, il y a un sous-investissement. Donc c'est 15 ans de vieillissement, de sous-investissement, de sous-équipement. Donc la France, en fait, fait le solde de 10 ans de crise et de 5 ans d'occupation, vous voyez. Donc c'est ça l'aspect majeur et qui fait que aussi la guerre a été, mais Fabien en parlera, la guerre aussi a été une épreuve morale considérable. Parce que les dénonciations, la répression, la division, le gouvernement de Vichy qui opposait les Français, l'anti-France, les mauvais Français, etc. Au fond, vous avez ce que vous méritez, hein, le discours dominant du maréchal en 1940. Donc tout ça, il faut se relever de tout ça. La discrimination, ce qu'on appelle des lois sous Vichy ne sont pas des lois, ce sont des textes qui passent devant le Conseil des ministres. Donc toute une tradition démocratique qui a été mise en cause. Donc tout ça, c'est aussi un traumatisme. Et il faut rénover tout ça, et il faut restaurer tout ça au bon sens du terme. Oui, parce qu'il faut de la confiance pour que l'économie soit heureuse. Exactement, il faut de la sécurité, il faut du moral, il faut retrouver le moral, et la sécurité, elle passe d'abord par la sécurité économique, bien sûr, et c'est la création de la sécurité sociale, on en parlera sans doute en 45, mais c'est aussi la sécurité internationale, militaire. Et le redressement passe aussi par le renforcement et une restauration militaire après la Deuxième Guerre mondiale qui complète la restauration civile. Oui, Fabien Cardoni, vous êtes spécialiste de ces questions de la défense. Le futur empêché, une histoire financière de la défense en France, 1945-1974, parce que ce vieillissement que l'on évoquait, il vaut aussi pour les armées. Et on l'a bien vu en 1940. Oui, tout à fait. La problématique des années 30, c'est le beurre ou les canons. Il n'y a que le Front populaire qui fait le choix du beurre et des canons. Mais il le fait sur une période trop courte pour que ça porte ses fruits. Et donc, on a deux vagues, on a plusieurs plans de réarmement qui sont aussi des plans de relance dans les années 30, avec donc à partir de 36 jusqu'en 40, mais ça ne suffit pas. Évidemment, ça ne suffit pas. L'armée en 45, elle est exsangue, elle est sous perfusion américaine et avec un problème majeur qui est l'invasion japonaise en Indochine et le début du conflit indo-chinois. Et ce conflit qui va durer donc officiellement de manière canonique de 46 à 54, mais en réalité un petit peu avant, et qui est inclus dans la Seconde Guerre mondiale, va ponctionner jusqu'à 10% du budget de l'État sur la période, ce qui est colossal et qui va largement peser sur la reconstruction civile et les besoins civils. Ouais, c'est important de le dire, parce que on dit que 1945 c'est la fin de la guerre, mais la France est en guerre parce qu'il y a l'Indochine dans le même mouvement. Michel Margueraz, quand vous nous expliquez que depuis 1930, la France est en retard, il n'y a pas d'investissement, ça veut dire qu'il y a, malgré tout, on sait toujours comment ça se passe, une réflexion. Comment il faudrait faire pour relancer le pays? Donc ces réflexions-là, elles datent déjà des années 30. J'imagine qu'elles se poursuivent pendant la guerre parce qu'on sait que la guerre va s'arrêter un moment et on sait qu'il va falloir relever le pays. C'est quoi les grandes idées qui émergent ici du côté, alors évidemment, autour du général de Gaulle et de la résistance? Alors là, il faut faire une place à un texte important qui est le programme du CNR. Et vous savez que ce programme du Conseil national de la résistance, publié clandestinement le 15 mars 1944, je pourrais pas vous donner l'heure, mais c'est quand même le 15 mars 44, vous aimez bien la chronologie, au fond, c'est un texte important au sens où c'est le seul texte depuis la Révolution française qui est signé dans la clandestinité, mais de manière délibérée, avec une vraie délibération qui a duré 6 mois à peu près, entre tous les mouvements de résistance, tous les partis patriotes, comme on disait, des communistes jusqu'à la droite patriote, la droite anti-vichiste, et les deux grandes confédérations syndicales de l'époque, clandestines, la CGT, réunifiée entre sa composante plus ou moins communiste et sa composante plus ou moins socialiste, c'est l'équivalent, si vous voulez, de la CGT et de FO d'aujourd'hui, mais en une seule confédération, et la CFTC. Donc on a un texte unanime qui prévoit des objectifs
essentielles qui sont à la fois libérer la France. Donc c'est la première partie du programme, c'est la libération, c'est le fait de participer à cette libération par l'insurrection. Donc c'est la tâche immédiate. Mais il y a la deuxième partie du programme qui prévoit ce qu'on appelait à l'époque des réformes de structure et qui comprennent un ensemble, au fond, assez cohérent et donc unanime sur le fait qu'il faut à la fois produire, démocratiser, libérer tout ce qui a été contraint par les malheurs du temps, que ce soit la défaite, l'occupation, le régime de Vichy. Donc, produire, alors c'est assez drôle parce que ce programme du CNR a connu une postérité variable selon les moments, selon la chronologie. Mais vous savez que récemment, il est revenu un petit peu en force, c'est-à-dire que le président de la République a cru bon d'appeler l'un de ses programmes les Jours heureux, qui est le texte dans la clandestinité de publication du 15 mars 1944. Donc il pensait sans doute trouver un accueil favorable en employant ce terme. Même la mairie de Paris en ce moment fait une exposition sur les Jeux Olympiques et appelait ça les Jours heureux. Ça commence à être un peu banalisé et peut-être un peu galvaudé, c'est-à-dire que c'était quand même dans des conditions tout à fait différentes, et le contenu. Et puis, le président de la République a cru bon aussi de créer un CNR, le Conseil national de la refondation, très éphémère, qui n'a pas eu beaucoup de suite. Là aussi, je veux dire, le parallèle est quand même un peu far-fetched. On aurait pu penser que quand même la situation particulière du CNR qui a été signée dans la clandestinité avec une répression féroce au même moment était quand même autre chose et avait une autre portée. Alors il contient, je vais laisser la parole, il contient essentiellement, on le sait, des grandes réformes de structure économique, la planification, les nationalisations, mais aussi des réformes sociales et démocratiques, rétablir les libertés publiques, toutes les libertés publiques, liberté d'expression, liberté des partis, rétablir des institutions démocratiques, et puis en fait un programme d'État social, ce qu'on a appelé parfois, mais j'aime pas trop l'expression l'État-providence parce que ça a pu prendre un tour un peu péjoratif. Disons l'État du mieux-être, c'est le welfare state, qui est au même moment en Angleterre. Donc c'est pas non plus un mouvement seulement national. Et donc cette combinaison entre des réformes économiques, des réformes sociales, des réformes démocratiques, c'est quand même une nouvelle société qui est envisagée. Et là encore, on a du mal à comprendre des communistes à la droite patriote, en passant par les démocrates chrétiens, les socialistes, les radicaux. Aujourd'hui, un Premier ministre va essayer de présenter son programme, au fond, et on sait très bien les difficultés qu'il y a à unir. Et là, il y a eu une sorte de miracle historique qui est quand même cette unité et cette unanimité. Et juste, je termine vraiment, les résistants et ceux qui ont négocié ont fait exprès d'être unanimes. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté ce qui pouvait diviser. Et par exemple, ils n'ont pas parlé du système politique, des institutions. Ça va être réservé à la première assemblée constituante. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient très bien que, et du côté de Gaulle, et du côté des communistes, des socialistes, des radicaux, ce serait très différent. Donc, pas de sujet qui divise. On garde. Pas de vote des femmes non plus, dans le programme du CNR. Parce qu'on sait que c'est l'Assemblée qui va faire ça. Et on sait que les radicaux sont contre. Donc, l'unanimité est considérée comme un atout, comme une richesse fondamentale pour sortir la France de là où elle est. Et ça, on a du mal à comprendre aujourd'hui. La preuve, vous avez qu'à voir ce qui va se passer cet après-midi.
Non, c'est vrai que les discussions des divisions contemporaines ne sont pas comparables à ce moment très particulier du sortir de la guerre. Fabien Cardoni, c'est vrai, on l'entend ici, c'est un moment d'exception. Oui, alors c'est les problématiques classiques de l'histoire, la continuité, la rupture. Évidemment, ce qui n'était pas possible avant devient possible avec cette catastrophe de la guerre et de l'occupation. Mais il y a des éléments de continuité. Là, sur différents sujets institutionnels, de politique sociale notamment, avec Vichy et avec la période des années 30, hein, on ne l'oublie pas. Et puis on peut poser la question des bornes chronologiques de cette reconstruction. Vichy, en 40, dès 40, pose la question de la reconstruction, notamment de la reconstruction immobilière. Vous allez en parler notamment demain. Mais le thème de la reconstruction apparaît sous Vichy. Il y a un commissariat à la reconstruction en 42 qui est créé par Vichy. Et donc, vous avez plusieurs institutions qui se préoccupent du sujet. Et puis, vous avez Eric Chapman, qui est un historien anglo-saxon, qui a écrit un ouvrage traduit en 2021, La longue reconstruction de la France, qui lui pousse la période de la reconstruction jusqu'en 62, parce qu'il estime qu'il y a des politiques sociales qui sont mises en place progressivement, des institutions qui se développent, y compris sous le gaullisme et jusqu'à la stabilisation du gaullisme, en fait, en tant que doctrine. Donc, la période de la reconstruction, elle peut être de 40 à 62, ou, au sens strict, de 45 à 50. Et à l'intérieur même de ces 45-50, il y a une période avant le plan Marshall et une période après le plan Marshall. Voilà pour la chronologie un peu plus fine, mais les choses sont plus larges que ça. Ah oui, et puis de dire que déjà le régime du maréchal Pétain mettait en avant la reconstruction, c'est intéressant, c'est de voir aussi ces continuités. Ce qui est fascinant dans ce moment-là, c'est l'aspect touche à tout de ce mot reconstruction. Faut tout reconstruire. Vous avez l'un et l'autre dirigé l'ouvrage L'état des finances publiques en France, comprendre les dynamiques du long XXe siècle. Et puis vous, Michel Margueraz, l'État, les finances et l'économie, l'histoire d'une conversion, c'est aussi sur le temps long. Mais ce moment du sortir de la guerre, on voit bien, c'est exceptionnel parce que ce n'est pas simplement relancer l'économie, c'est reconstruire la société. On peut pas penser la reconstruction économique sans regarder ce qui se passe partout. Et vous l'avez bien évoqué, hein, les aspects sociaux, la sécurité sociale notamment. C'est-à-dire que tout est à repenser dans une situation exceptionnelle. On dit qu'il y a des destructions, très bien, mais la monnaie elle-même est détruite. C'est de l'inflation. Comment ça fonctionne au sortir de la guerre ? Il y a encore la même monnaie qui était utilisée, le franc, ou alors tout ça ne vaut plus rien ? Alors, juste, je reviens un tout petit peu en arrière sur cette idée pour essayer de bien faire comprendre. Je crois que, comme l'a dit Fabien et comme vous l'avez évoqué, en fait, l'insécurité matérielle, morale liée à la guerre a poussé à ce qu'on envisage une forme de sécurité nouvelle. Et je pense que c'est un mouvement international, hein. C'est-à-dire que aussi bien Roosevelt, Churchill, j'ai pas le temps de développer, mais que De Gaulle vont dire chacun à leur manière que l'insécurité, le rétablissement de la sécurité nationale, c'est-à-dire la sécurité militaire, la sécurité politique aux frontières et à l'intérieur, est indissociable, c'est un terme du général De Gaulle, hein, de la sécurité sociale. C'est-à-dire que, si vous voulez, les dirigeants et la plupart des contemporains ont en tête non seulement la guerre, mais les malheurs de la crise qui a précédé, hein, et qui est plusieurs années auparavant. Donc, il s'agit de fermer la parenthèse de cette sale période, à la fois de la guerre et de la crise. Donc, ça vous explique les liens très importants. Et au fond, ce programme du CNR comporte 3 éléments qui sont en interaction: libérer, produire, démocratiser. Libérer, produire, démocratiser. Et chacun a besoin de l'autre, les 3. Hein, vous avez un triangle de compatibilité absolue. Et puis pour cela, il faut rassurer tout le monde, par exemple les agriculteurs. Vous vous êtes parfois demandé, cultivateurs, mes amis, si vous ne faisiez pas un marché de dupes en livrant au ravitaillement votre blé ou votre bétail. Vous êtes légitime propriétaire de ce blé qui a poussé à la sueur de votre front, de ce bétail né dans votre étable, nourri dans vos herbages, gardé par vos enfants. On va vous le payer en billets. Que vaut donc ce papier ?
On a fait courir le bruit que demain ce papier perdrait une partie de sa valeur, qu'on échangerait ses billets contre d'autres billets d'un montant inférieur, et que le reste serait bloqué plus ou moins longtemps dans les caisses de la Banque de France. On vous a bien expliqué que les prix baisseraient, que le blocage étant le même pour tous, il n'y aurait au moins au bout de quelque temps aucun dommage pour personne. Vous avez écouté toutes ces rumeurs et vous êtes resté incertain, ne sachant pénétrer sans guide dans les ténèbres des théories monétaires. Le gouvernement vient de lever vos hésitations. Il n'y aura pas de blocage entre les mains de la banque. On échangera les billets anciens contre de nouveaux, mais on les échangera franc pour franc, sou pour sou, sans aucune retenue. Paul Ramadier, indéboulonnable maire de Decazeville. Ici, nous sommes en avril 1945. Il est ministre du ravitaillement dans le gouvernement du général de Gaulle. Ben oui, parce qu'il faut rassurer les gens, dire vos billets vont valoir quelque chose. Et puis, on l'entend dans cette archive, le ravitaillement dure et il dure encore longtemps. C'est-à-dire qu'il faut toujours des tickets. La vie est encore très difficile au sortir de la guerre. Oui. La guerre, avant même 1940, dès 1939, il y a déjà des mesures, au fond, pour contrôler les prix, pour bloquer les salaires. Et Vichy a accentué, et l'occupant allemand a encore accentué, c'est-à-dire que tout est désormais administré. C'est-à-dire les quantités produites, les quantités réparties, le ravitaillement. Il faut justifier donc de bons de ravitaillement pour obtenir la consommation possible, et en fait on calcule avec des quantités réduites, c'est-à-dire qu'en réalité, par exemple du point de vue alimentaire, on s'aperçoit que avec les quantités légales officielles, on a à peu près la moitié du minimum vital, 1200 calories ou quelque chose comme ça. Donc on est poussé inévitablement vers le marché noir. Alors le texte de Ramadier a deux finalités. Un, justifier un ravitaillement autoritaire. C'est-à-dire que si les quantités sont réduites, il faut que chacun ait une part limitée pour éviter que ce soit le plus riche qui soit servi en premier. Sauf que il y a des fuites dans le circuit en permanence. Et on sait très bien que pour nourrir sa famille, il faut passer peut-être pas par le marché noir. Le marché noir, la couleur veut dire qu'on en profite, qu'on spécule. C'est plutôt le marché gris. C'est-à-dire on va aller se ravitailler avec des prix qui sont pas officiels, qui sont effectivement gonflés, mais parce qu'on peut pas faire autrement et parce qu'on veut pas que sa famille crève de faim. Donc, alors il essaye de justifier ça, mais il y a évidemment des fuites dans le circuit. Il y en a qui préfèrent vendre au prix qui sont pas officiels, où les quantités sont plus importantes. Le problème, c'est le dilemme où les prix sont respectés et il y a plus de produits, parce que en fait personne ne vend, ou alors il y a des quantités, mais dans ce cas-là les prix sont trop élevés. Et le deuxième objectif, la deuxième cible de Ramadier, c'est Mendes France. C'est-à-dire que Mendes France proposait comme ministre de l'économie nationale un blocage des comptes, un échange des billets, mais pas un contre un, en bloquant une partie des comptes pour liquider une partie de l'argent sale, l'argent lié à la collaboration, l'argent lié à tout ce qui a été le marché noir, et donc la contrainte au fond, de limiter aussi la consommation pour éviter une hausse des prix trop forte. Ouais, l'inflation, quoi. Voilà. Donc, c'est une politique d'austérité, si vous voulez, pour employer un terme un peu général. Et ni De Gaulle, ni les communistes, et pas grand monde parmi les autres. On a un gouvernement d'union nationale, derrière le général De Gaulle jusqu'en 1946. Et c'est ce gouvernement d'union nationale qui va appliquer la plupart des mesures du CNR. Donc c'est assez vite fait. Mais De Gaulle écrit dans ses mémoires que le peuple français a suffisamment souffert, on va pas rajouter. Voilà. Donc, en fait, ce sera un échange billet contre billet et un grand emprunt. Il est fait allusion, je crois, à un moment donné, à un emprunt dans vos textes du tout début. Et donc, un grand emprunt. Et donc, Mendes démissionne.
et c'est un de ses départs qui va être fortement commenté par la suite, et quand il reviendra au pouvoir en 54, il fera allusion à cette occasion manquée, si vous voulez, pour éviter l'hyperinflation qui va effectivement se développer avec des inflations à 50% en 46, 47 jusqu'en 48, et ça ne se stabilise vraiment qu'en 50. Seulement, l'inflation a quand même un grand mérite, c'est que elle permet de désendetter. Eh oui, bien sûr. Alors, je ne veux pas dire que c'est un modèle à prendre pour le Premier ministre qui va intervenir à l'Assemblée nationale aujourd'hui, parce que c'est une hyperinflation de 50%, ça pose quand même de très très graves problèmes, mais ça a permis d'en résoudre quand même aussi. C'est-à-dire que l'endettement qui devait être à peu près 240 ou 250% de ce qu'on peut estimer être la richesse nationale, donc ce qui était quand même énorme, va être réduit très vite, en fait, à la fin des années 40. Voilà, pas de rigueur, comme l'aurait voulu Mendes France, avec ici toutes ces préoccupations du moment. Là, nous parlons beaucoup d'économie, il y a cette économie à reconstruire. Et puis, j'aime bien ce que vous avez évoqué, ce quotidien, parce que au plus près des gens, c'est ça, c'est réussir à se nourrir, à nourrir sa famille tous les jours. Et puis, dans les préoccupations du pays, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, Fabien Cardoni, il y a la France et puis l'empire colonial du moment. Tout à fait, on est dans la continuité de la Seconde Guerre mondiale. La France est en guerre jusqu'en 1962, ne l'oublions pas, c'est 2 fois 8 ans. Et donc un poids budgétaire important pour une période où on est effectivement extrêmement en difficulté. Michel l'a évoqué, avec une inflation, une hyperinflation. Et puis des emprunts qui se succèdent. Il y a l'emprunt de la Libération, bien sûr, mais il y en a plein d'autres. Il y en a un pour EDF en 46, il y en a un pour le port du Havre, enfin plein d'emprunts sectoriels différents et qui se continue. Et puis des emprunts pour la défense nationale qui servent à financer une partie, à peu près un tiers, des dépenses militaires. L'autre partie venant d'une hausse de la fiscalité. On n'a pas encore parlé des hausses d'impôts, mais il y en a beaucoup à cette époque-là, avec des réformes structurelles fiscales importantes. À la période 48-54 jusqu'à la création de la TVA, mais Michel y reviendra sans doute. Et puis la troisième partie pour financer cet effort de défense, évidemment, c'est l'apport américain, c'est l'apport de devises et de matériel américain pour soutenir la guerre d'Indochine. Alors pour les Américains, il y a un peu deux guerres d'Indochine, si vous voulez. Il y a une guerre d'Indochine qui est une guerre anticoloniale, qui concerne la France essentiellement, et puis à partir de 50 et de la guerre de Corée, ça devient leur guerre. C'est la politique du containment, où il s'agit d'aider les Français pour empêcher que une grande partie de l'Asie du Sud-Est tombe aux mains des communistes, au sens large, entre guillemets. Et donc les Américains vont très très largement subvenir aux besoins du corps expéditionnaire français en Indochine, qui était composé essentiellement de militaires professionnels, à la différence de la guerre d'Algérie. Et donc à partir de 50, vous avez une aide massive américaine qui se dirige vers l'Indochine, à peu près un tiers des dépenses est financé par les Américains en matériel et en deniers. Et puis vous avez aussi une aide, vous avez des emprunts, de la croissance, et vous avez une monnaie qui est dévaluée, la piastre, en 53, qui est une manipulation monétaire qui permet de financer, sur la fin de la guerre, la guerre d'Indochine. Et les travaux du Tertrais montrent que cette guerre, d'abord, la France n'avait pas les moyens de se la payer à ce moment-là, et donc risquait fortement de la perdre. Et puis l'a perdue parce que, malgré une gestion financière serrée, le Parlement s'intéresse beaucoup à cette question. C'est pas du tout dans l'atmosphère, c'est très concret. Mais bon, voilà, les moyens manquent, la volonté manque, et la priorité est aux civils, clairement. Donc on va essayer de se débarrasser de cette guerre d'Indochine. Et puis ça se termine par une deuxième catastrophe après 40. C'est quand même Dien Bien Phu, donc deuxième traumatisme, voire troisième pour les armées françaises. Et donc là, on part sur une autre histoire qui est le post-54. Oui, parce que cette guerre d'Indochine, elle est lointaine, et puis c'est une armée de professionnels. C'est l'armée qui est, ce ne sont pas les appelés. Cette histoire de la reconstruction, on la voit bien s'écrire peu à peu. Nous avons consacré dans le cours de l'histoire une émission consacrée au retour des prisonniers, des déportés. Ça a écouté sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Parce que ce sont des chiffres sidérants. On n'est pas loin du 1 900 000 prisonniers qui doivent rentrer. Tout ça, ça a une conséquence directe sur l'économie. C'est manque de main-d'œuvre, mais en même temps, il n'y a plus de moyens de production, donc il y a du chômage. Comment ça se construit ici au lendemain de la guerre? On a besoin de gens ou il y a trop de gens? On a du chômage ou pas de chômage?
Alors, l'intérêt aussi, pour nous, aujourd'hui, pour les jeunes en particulier, c'est de voir que l'une des préoccupations des résistants au sens large et du Conseil national de la résistance, c'était la cohérence de la reconstruction. Donc c'était l'idée de créer un plan national. Je vous signale que là aussi, on a créé un haut commissariat au plan. On reprend les mots, on l'entend bien. Alors la chose, ce sera à discuter. Le plan avait ceci d'important, mais qui est très difficile à comprendre aujourd'hui, c'est que c'était l'idée de trouver des priorités. Éviter de disperser, de saupoudrer. Essayer de se mettre d'accord sur des priorités. Mais se mettre d'accord sur des priorités qui sont claires pour tout le monde. Et ça, c'est l'idée de Jean Monnet. Jean Monnet qui n'était pas du tout un planiste d'avant-guerre, qui est un libéral, c'est un homme du cognac. Donc c'est un homme qui a énormément besoin du marché de Londres et qui, d'autre part, a joué un rôle très important dans la mobilisation britannique et la mobilisation américaine. Donc il a des liens très importants avec les anglo-saxons. Eh bien, son idée de lancer le plan, c'est des priorités claires qui sont définies par une nouvelle forme de démocratie. Et cette nouvelle forme de démocratie, ce sont les commissions de modernisation où on va demander aux patrons, aux syndicats, aux experts et aux gens de l'État de définir des priorités. Mais ce qui est très différent de la situation d'aujourd'hui, c'est que les priorités sont claires. Tout le monde est d'accord. C'est-à-dire, on ne change pas vraiment de base technologique et économique. C'est les mêmes secteurs des années 30 qui vont être modernisés, mais c'est les mêmes. Le charbon, l'électricité, les chemins de fer, les transports nationaux, le ciment, le machinisme agricole. On privilégie ce qu'on appelle les secteurs de base, c'est-à-dire les infrastructures. Et comme en plus on nationalise les charbonnages, EDF, la SNCF est déjà nationalisée depuis 1937, ça correspond aussi avec un nouveau secteur public économique où on va pouvoir concentrer les financements. Donc si vous voulez, c'est l'idée de la cohérence économique. Tous ces secteurs interagissent entre eux, je pourrais le montrer, l'électricité avec les chemins de fer, etc. Et d'autre part, le fait que ces priorités sont claires. Il y a une unanimité, autant sur le terrain politique, il y a des grosses divisions sur la Constitution, mais là-dessus, les résistants avaient bien flairé qu'il fallait pas parler d'institutions politiques. En revanche, là, on est d'accord, et si vous voulez, ça va être un des éléments du succès de la reconstruction, c'est que ce sont des secteurs connus et que d'autre part, on va suivre les Américains, c'est-à-dire la technologie américaine de 10 ans d'avance et on va éviter du coup tous les délais de mise au point, puisque les Américains ont montré quelles pouvaient être les modalités les plus efficaces. Donc ça permet un rattrapage économique. Et quand on rattrape, on va plus vite. Et ça explique les taux de croissance fantastiques qu'on a connus et qui vont durer, en fait. J'ai un exemple pour compléter ce que vient de dire Michel. Effectivement, la planification, ça c'est l'unanimité. C'est très différent des plans soviétiques. D'ailleurs, c'est discuté, c'est préparé et tout ça. C'est un aspect très démocratique. Dans le complément opérationnel de la planification, c'est les programmations. Et donc, on a une multiplication de lois-programmes. Ça s'appelle comme ça à l'époque, notamment dans le secteur énergétique. Et il y en a une très importante, celle de 52, qui lance le programme de nucléarisation de l'énergie civile. Donc vous avez, sur le plan opérationnel, vous avez ces compléments entre planification et programmation. Oui, parce que le plan, ça fait peur quand on dit le mot la planification. Bien sûr, on est très très loin de la planification soviétique ici, avec le plan Monnet. En présence de M. Georges Bidault, M. Jean Monnet a présenté le plan de 4 ans, œuvre collective de plus de 1000 personnes, fonctionnaires, agriculteurs, industriels et syndicalistes ouvriers. Le plan comporte des programmes fixes pour 4 ans. En ce qui concerne les 6 activités de base qui conditionnent l'ensemble de l'économie et son relèvement. Le charbon, l'électricité, la sidérurgie, le ciment, le machinisme agricole et les transports intérieurs. La France est maintenant à la croisée des chemins. Si elle s'engage délibérément dans la voie de la modernisation,
elle peut augmenter très rapidement sa capacité de production et sa productivité. Le plan Monet présenté dans le journal des actualités françaises en décembre 1946. Ça y est, le plan est là, donc on a des objectifs, des priorités, mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est ce que vous avez souligné, Michel Marguerat, c'est que l'économie reste la même que celle d'avant-guerre, au sens où ce sont les mêmes secteurs qui sont privilégiés. On n'a pas un changement majeur. Et puis par des effets de génération, ce sont des gens d'avant-guerre. Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est de retrouver la production qu'il y avait, on va dire en 1929, c'est-à-dire avant la crise. Voilà, il y a un objectif et dans les différents secteurs qu'on a évoqués, avec de nouveaux outils, notamment les nationalisations. Vous avez évoqué la SNCF, il y a les usines Renault, il y en a tant d'autres. Mais voilà, c'est ça, c'est retrouver l'économie telle qu'elle était avant. Alors, c'est retrouver l'économie, mais la moderniser quand même. Donc, les laminoirs de la sidérurgie, c'est quand même une hausse de la productivité. Vous avez vu, Monet évoque pas simplement retrouver la production. Alors, l'objectif global, c'est en 1950, 1929, plus 25%. Bon, en réalité, ça va être étendu à 1952 parce que ça va coïncider avec le plan Marshall dont on va parler. Mais il y a une chose dont on parle peu à propos du plan. Oui, deux éléments quand même. Un premier, c'est que, comme l'a dit Fabien, c'est pas le Gosplan. C'est-à-dire, c'est pas contraignant. En revanche, c'est incitatif. Mais alors, ça veut dire quoi, incitatif ? Parce qu'en fait, c'est un terme qu'on emploie maintenant un peu à tout bout de champ. Ça veut dire la chose suivante. Quand les patrons, les représentants du patronat qui a du mal à se remettre en route, parce qu'il est quand même un petit peu disqualifié. Bon, il faut attendre 46 pour se créer le CNPF. Mais quand les représentants du patronat, les syndicats, les experts et les représentants de l'État disent, dans les 5 ans qui viennent, on aura 5% de croissance, ça vous donne un horizon de certitude, comme aurait dit Pierre Massé, commissaire au plan après Jean Monnet. Et l'horizon de certitude, si vous êtes patron, et si vous êtes en dessous, vous êtes pénalisé. Donc c'est une incitation. Alors évidemment, le plan n'a de sens que si vous êtes dans la croissance. C'est-à-dire si vous offrez un cadeau de très belle croissance. Et là, il faut être à la hauteur, vous voyez. Sinon, donc le risque n'est pas le surinvestissement, le risque c'est le sous-investissement. C'est ça la magie du plan. Mais deuxième point, on oublie qu'il y a eu une commission. Bon, il y a des commissions par secteur et par branche, mais il y a une commission de la main-d'œuvre. Et cette commission de la main-d'œuvre met au point dans son rapport en 46, au même moment le texte là que vous venez de faire prononcer par Jean Monnet, en fin 46, la commission de la main-d'œuvre, présidée par un résistant parisien, syndicaliste, communiste, André Tollet, envisage le retour à une semaine de 48 heures. Et je vous rappelle que en 1936, les mêmes, au fond, avaient soutenu les 40 heures payées 48. Alors là, il y a l'acceptation par les syndicats, et notamment par la CGT, et c'est pas la CGT d'aujourd'hui, c'est CGT de 3 millions, où vous avez à la fois des ouvriers, des employés, des enseignants, des fonctionnaires, et une grosse CGT. Donc 3 millions, vous imaginez, ça fait rêver les syndicalistes d'aujourd'hui, il y a l'idée que 48 heures, mais on va payer les heures supplémentaires 25%. Donc il y a l'idée, il faut se retrousser les manches. La bataille de la production, c'est un thème de la CGT. Les communistes disent produire. On a passé Thorez avec les mineurs, etc. Et ils ajoutent la chose suivante dans le rapport de la commission de la main-d'œuvre, c'est que toute hausse de la productivité se traduira par une hausse du niveau de vie. C'est-à-dire un cercle vertueux. Comme aurait dit l'autre, on va travailler plus, jusqu'aux communistes. Mais on va gagner un peu plus. Mais il faudrait que tout apport de modernisation à travers la productivité se retrouve dans le pouvoir d'achat et dans le niveau de vie. C'est-à-dire, il doit y avoir une croissance égalitaire, en tout cas, dont les fruits de la croissance doivent être répartis, la redistribution doit être équitable. Et ça, c'est un des points fondamentaux du plan, et qu'a voulu Monet. Le rationnement dure jusqu'en 1949. Donc, oui. Le but ou l'objectif
important, peut-être pas final, c'est le bien-être des gens. C'est important de le préciser. Le plan dure aussi très longtemps. La planification à la française, ça dure jusque dans les années 80, en fait. Le dernier plan étant au début des années 80, on l'oublie souvent. L'ardente obligation, la fameuse ardente obligation de Gaulle, elle est essentiellement morale, surtout à l'époque où il en parle. Le plan a déjà changé de nature. C'est plus les objectifs aussi précis, aussi économiques des deux premiers plans. Le problème qui se pose vraiment dans les années 45-47, c'est comment on va financer tout ça. D'où va sortir l'argent. Alors on a évoqué la fiscalité un petit peu, on va sans doute en reparler, mais on crée le Crédit National, par exemple, pour soutenir les investissements dans l'économie. Mais ça ne suffit pas. Les moyens privés sont dérisoires, sont insuffisants pour soutenir l'économie. Et donc, il faut attendre 48 et l'arrivée des fonds américains en masse. Parce que, jusqu'à présent, les fonds américains sont arrivés. Dès 43, les Américains aident la France libre. Vous avez des prêts bancaires, vous avez des prêts intergouvernements. Mais c'est vraiment le lancement de l'ERP, de European Recovery Program, donc ce qu'on appelle le plan Marshall pour tout le monde, à partir de 48, qui donne les moyens aux Français, avec des investissements publics, là, de financer les priorités du plan. Mais oui, parce qu'il faut qu'il arrive dans cette émission Marshall, évidemment. Et comment arrive-t-il? En avion. Hier, M. Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, et la délégation française quittaient Paris par le train pour Moscou. Aujourd'hui, sur l'aérodrome d'Orly, un quadrimoteur américain arrive et amène en Europe le général Marshall, secrétaire d'État américain, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères du gouvernement des États-Unis. Son Excellence, M. Jefferson Kefri, ambassadeur des États-Unis, est venu chercher le général Marshall, ainsi que M. Henri Bonnet, ambassadeur de France à Washington. En juillet 1947, ça y est, il est là. Voici Georges Marshall. Alors, faut bien nous expliquer ici pourquoi c'est si important ce plan Marshall, parce que nous avions un plan français, le plan Monnet 1946. Ça ne veut pas dire que ce plan Monnet disparaît. Mais c'est quoi l'idée du plan Marshall? Déjà, est-ce que c'est spécifique à la France? Non, ça concerne l'Europe, hein. Oui, alors c'est lancé donc par George Marshall, qui est le secrétaire d'État, donc en juin 1947, dans un discours à Harvard. Et au fond, ça fait suite à ce que déjà a dit Truman en mars 47, à la suite de la guerre civile en Grèce. C'est-à-dire qu'au fond, là aussi, au lieu de disperser les moyens d'action financiers, les États-Unis pensent que l'Europe est le lieu prioritaire d'aide financière, car l'aide financière, c'est un peu l'équation de Marshall, hein. L'aide financière va permettre d'éviter le danger communiste. À l'époque, rappelons-nous, là aussi, les choses sont quand même très difficiles à imaginer pour les gens d'aujourd'hui, mais le Parti communiste, dans les premières élections en 1945, en octobre 45 et a fortiori en 46, représente plus de 25% des voix, entre 25 et 30% des voix dans les différentes élections successives à la Constituante. Et en Italie, de même, un Parti communiste fort. Donc, pour les Américains, l'arme du dollar, c'est faire reculer la misère. Pour eux, la misère, c'est le communisme. Hein. C'est un peu simplificateur, mais au moins, c'est à peu près. Donc, si vous voulez, l'idée que l'Europe doit bénéficier de l'aide américaine d'abord. Et pour ça, proposer à tous les pays, y compris l'URSS. Mais tout le monde savait très bien que jamais l'URSS n'accepterait. Pourquoi? Parce que les Américains, comme n'importe quel banquier, veulent bien vous prêter à condition de regarder vos ressources. Et donc de donner des avis sur vos comptes. Et ça, évidemment, l'URSS ne peut pas l'accepter. Mais non seulement l'URSS, mais l'URSS va faire pression sur la Pologne, sur la Tchécoslovaquie pour qu'ils refusent. Et donc, on s'achemine vers la guerre froide. Le plan Marshall va être une des occasions majeures de la rupture entre les grands alliés. Alors, pour la France, il y a 16 bénéficiaires en Europe. Pour la France, ça a un gros avantage
parce que au fond, les dirigeants, au même moment, en 1947, évincent les communistes du gouvernement, et c'est la troisième force, c'est-à-dire tout ce qui est entre les gaullistes et les communistes, donc tout le reste, vont au fond dire aux Américains en permanence, écoutez, il faut nous donner vraiment beaucoup d'argent parce que sinon les communistes vont prendre le pouvoir. Donc c'est le chantage des faibles, comme disait Grosser. Mais quel est l'intérêt du plan Marshall? C'est qu'il est double. Il est important en dollars, la France n'a pas assez d'excédent de dollars pour importer, mais que fait le plan Marshall? Il fournit de l'argent public américain, donc c'est voté tous les ans par le Congrès américain, et Truman doit justifier le fait que la personne qui paye des impôts donc dans l'Iowa est intéressée de payer pour EDF en France. Donc il faut justifier, il faut aggraver le risque communiste pour obtenir le vote. Et le plan Marshall est en dollars, mais le Trésor français récupère ces dollars, les vend à des importateurs français, donc ça fait des dollars disponibles, mais ça fait des francs en retour, c'est ce qu'on appelle la contre-valeur. Je m'excuse du caractère un peu technique, mais donc vous avez un plan Marshall en francs disponible pour le Trésor. Les Américains jettent un œil dessus sur son usage, mais en fait, ces francs Marshall vont servir essentiellement au plan monnaie. Et c'est Monnet qui est lui-même le go-between entre les Américains et les Français, qui explique aux Américains, c'est votre intérêt bien compris, d'appliquer notre plan à nous, et de dire aux Français, c'est votre intérêt bien compris d'accepter l'aide américaine. Il joue le rôle des deux. Ce qui fait qu'on aboutit à cette situation assez cocasse, où en fait, l'argent américain va servir à financer les grands barrages d'EDF et le développement d'EDF, où il y a un énorme comité d'entreprise dominé par la CGT, et où en fait, un certain nombre d'Américains s'étranglent quand ils voient que ça conforte en fait la puissance effective de la CGT et du Parti communiste. Michel Margueraz, je profite de cette évocation du plan Marshall, et on voit bien l'influence des États-Unis en France à partir du plan Marshall. Dès qu'il est question d'argent, et on saisit pourquoi l'URSS a refusé, parce qu'on ne veut pas de tout ça, c'est tout à fait logique, mais déjà il y a un précédent, des accords signés qui ont permis aux États-Unis de mettre un pied dans le monde culturel français en imposant les films. L'accord Bloomberg en 1946. Et c'était déjà Monnet le négociateur. Mais, si vous voulez, Monnet est assez habile pour dire aux Français cet argent va servir au développement du plan, et le plan, c'est la garantie de l'indépendance nationale. Parce que ce sont justement les secteurs de base qui vont permettre à la puissance française de réémerger, et d'expliquer aux Américains, c'est votre intérêt bien compris que la France soit forte et se relève pour marginaliser le Parti communiste. Le plan Marshall permet à la France d'être forte. À la base d'opérations navales de Norfolk aux États-Unis, on vient de procéder au premier chargement du matériel de guerre américain destiné à l'armée française. 130 avions de chasse ont été transportés à bord du porte-avions Dixmude qui les acheminera en France. Première livraison au titre du plan d'aide militaire. Les armes du plan Marshall dans le journal des actualités françaises en 1950. Parce que ce plan Marshall participe grandement de la reconstruction, mais on le voit bien, comment il est lié au plan Monnet. Le pays se reconstruit peu à peu dans tous les secteurs, et notamment le secteur de la défense. Oui, la lutte contre le communisme au sens large, en tout cas dans l'esprit des Américains, passe donc par une restauration de l'économie pour le bien-être des civils, et puis par une restauration des armées alliées qui partent de très bas. Le plan Marshall, c'est une des aides qui est apportée à la France et à l'Europe occidentale. Il y en a eu d'autres, mais c'est la plus importante, et c'est celle qui dure en réalité, qui dure une certaine période, qui dure quasiment 4 ans. Elle est prolongée par différents mécanismes. C'est quand même la France reçoit 20% du total, ce qui est considérable, et 50% du fonds de modernisation et d'équipement qui est créé à cette occasion en 1948 pour utiliser ces fonds-là. 50% du fonds provient de l'aide américaine. Alors,
on peut voir le mécanisme dans le réarmement. Jusqu'en 50, la France n'a pas les moyens de réarmer, n'a pas les moyens de relancer des programmes d'armement. Et puis, avec cette arrivée d'abord la guerre de Corée, qui est le déclencheur, produit une redirection des fonds Marshall vers le militaire. Et là, on peut lancer une loi programme aéronautique 56, donc pluriannuelle, ce qui n'était pas possible. On n'avait aucune visibilité jusque-là. Et donc, avec le plan Marshall, on en a une. On relance une production aéronautique à partir de la SNECMA, notamment des moteurs d'avion, qui provient, elle, de la nationalisation de Gnomeron. Vous voyez, tout ça est lié et qui permet donc une relance économique. Et c'est un vrai succès, cette loi de construction aéronautique, puisque très rapidement, les Français vont même devenir des concurrents des Anglais et des Américains. Donc il y a le phénomène de la modernisation, du rattrapage, qui est évident dans ce processus. Et puis, l'apport américain permet aussi une aide pour l'armée de terre, les matériels de l'armée de terre, pour une loi un peu plus réduite dans le temps, qui concerne 51-54. Voilà, pour le financement de l'armée dans l'urgence de la guerre de Corée. Michel Margueraz. Juste une petite rectification. Vous avez dit ça concerne tous les secteurs. Non. Quand il y a des priorités, il y en a qui sont pénalisés. Lesquels ? Eh bien, le logement, vous verrez demain avec Daniel, c'est vraiment un phénomène de pénalisation parce que tout le monde pense qu'il faut d'abord les secteurs de base et que l'industrie de transformation, le logement, les transports locaux, etc., ça suivra. Mais il faut reconstituer les bases. Je signale d'autre part qu'il y a 2 livres importants qui seront peut-être pas cités dans l'ensemble de ces émissions, qui, au fond, éclairent pas mal de ce qu'on a dit, dirigés par 2 historiennes. L'un, Claire Andrieux, qui va sortir un petit livre collectif, petit par la taille, mais où il y a pas mal de choses importantes sur le CNR, sur le programme du CNR, donc qui va sortir dans quelques semaines, et un autre qui va sortir peut-être plus tôt que ça, de Daniel Tartakovsky, sur un point très important qui était peu connu, car peu sourcé par des archives et qui maintenant peuvent être exploités, c'est ce qui a fait suite au CNR, c'est-à-dire les états généraux de la Renaissance française. À l'été 45, des cahiers de doléances, un peu dans toute la France, jusqu'au chef-lieu de canton, où en fait les Français vont donner, là on a un vrai, on a une vraie consultation nationale, avec les priorités qui sont grosso modo celles du CNR et qui vont même plus loin, sur des choses que n'ont pas prévues les membres du CNR, par exemple l'assurance chômage. Il en est question en 45, bien qu'il y ait le plein emploi et qu'au fond les résistants ont pas cru bon de mentionner une assurance chômage qui n'interviendra qu'en 58. Mais là, il y a bien en fait une vision de la France d'en bas, et de voir comment, au fond, ça correspondait à des aspirations profondes. Et ce livre qui va sortir sur les états généraux de la croissance française, de la Renaissance française, eh bien, sont très importants pour aller voir comment était perçu par les contemporains ce problème de la reconstruction et de la démocratisation. Oui, parce que la reconstruction, bien souvent, on le vit au plus près des gens, on parle de reconstruction économique, mais la reconstruction, ce sont les bâtiments de ces villes détruites. Daniel, que nous recevons dans le cours de l'histoire, c'est Daniel Woldman, qui vient nous parler de ruines en baraquement, rebâtir les villes bombardées, parce que c'est ça aussi, cette idée, cette reconstruction, elle couvre tant d'aspects, alors de l'économie, de la vie quotidienne, culturelle aussi, on l'entend bien. À partir de quand peut-on considérer, et je vous parle du point de vue de l'économie, que cette reconstruction est terminée ? Le plan, j'ai déjà dit, à la suite du plan Marshall qui intervient entre 48, 51, 52, au fond, le plan Monnet qui avait été défini en 46, comme le texte l'a dit, a été repoussé à 52. Et donc en 52, on peut dire, grosso modo, que le niveau non seulement d'avant-guerre a été atteint, mais il a été dépassé. Et la plupart des éléments restrictifs
de l'occupation, de la guerre, le rationnement sont peu à peu abandonnés à partir de 49-50. Donc là, on peut dire que véritablement, l'aspect reconstruction en tant que rattrapage de ce creux depuis 1930 est atteint et même dépassé. Ce qui est nouveau, c'est que ça va être poursuivi. C'est plus qu'un rattrapage. C'est véritablement une nouvelle dynamique qui est à la fois économique, sociale et culturelle, et même vitale, puisqu'il y a un renouveau démographique, qui a commencé pendant la guerre, d'ailleurs. Et j'ajoute fiscal parce qu'il y a la création de la TVA en 1954. Donc c'est dans cet univers-là qu'on doit saisir toutes ces transformations, parce qu'il y a un pays à financer, sans cesse à moderniser. C'est le cas des armées. Mais alors là, on est vraiment, et vous le rappelez, Fabien Cardoni, vous avez raison, dans un contexte de guerre. La guerre d'Indochine dans un premier temps et la guerre d'Algérie ensuite. Oui, alors ça implique, donc là, pour parler reconstruction, où il y a des temporalités différenciées, il y a une chronologie qui est beaucoup plus large pour la reconstruction militaire de la France, puisqu'il faut attendre la fin de la guerre d'Algérie pour commencer à penser à une autre armée, en tout cas à la mettre en œuvre, puisqu'on a commencé à la penser au milieu des années 50, c'est-à-dire une armée autour de la force nucléaire stratégique. Et la mise en œuvre commence par une loi de programme en 60, mais le dispositif de la force nucléaire stratégique est prêt en 73-74, donc très tardivement, si vous voulez. La reconstruction militaire viendra bien après le reste, notamment plombée par deux conflits de fin de colonisation qui durent 2 fois 8 ans et qui entravent donc ce redressement militaire. Ouais, parce que cette histoire de la reconstruction ne peut se comprendre, et ça, je trouve ça particulièrement éclairant, que vous resituiez dès les années 1930 ces problématiques, et avec une fourchette très large jusqu'aux années 1970. La reconstruction, on ne doit pas la saisir comme une période courte. Aujourd'hui, nous disons 1945, il y a une temporalité de la reconstruction. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. En fait, ça ne peut pas se saisir ainsi, cette reconstruction, et ça ne peut pas se comprendre à l'échelle française. Parce qu'il y a ça aussi, on n'a pas tenté d'évoquer que ça les autres pays européens, mais s'il y a une construction européenne à ce moment-là, ça fait partie de la reconstruction. Je pense notamment à la CECA en 51 qui participe de la redynamisation de la France et de sa réouverture sur l'étranger, puisque en fait c'était un pays qui était assez cloisonné, fermé et concentré sur ses propres difficultés à ce moment-là. Communauté européenne du charbon et de l'acier pour la CECA, et puis ensuite à l'Europe, parce que vraiment la reconstruction de la France ne vaut que si les pays voisins sont reconstruits aussi, et c'est le cas de l'Allemagne également. Oui, c'est le cas de l'Allemagne qui pose un problème politique important, de rapprochement, etc. Une réserve toutefois, c'est que là aussi on a du mal à comprendre, la France reste quand même relativement fermée du point de vue commercial jusqu'en 58-59, c'est-à-dire que en 1945, la France a ratifié les accords de Bretton Woods. Donc, en fait, le nouveau système monétaire international qui prévoyait des échanges fixes, une coopération monétaire internationale, mais en échange d'une ouverture. Sauf que cette ouverture était conditionnée et on obtenait, au fond, des dérogations pour des questions, justement, de fragilité dans les paiements internationaux. Et en fait, la France va bénéficier pratiquement jusqu'à la fin des années 50 de cette relative fermeture. Or, la relative fermeture, ça permet à la planification de se développer. C'est-à-dire que vous êtes sûr que tous les financements restent à l'intérieur et vont pas partir donc dans des importations. Donc c'est quand même une situation totalement originale de ce point de vue-là. Cette période très originale, celle de la reconstruction replacée dans une période beaucoup plus large. Merci vivement à tous les deux, Fabien Cardoni, Michel Margueraz. Fabien Cardoni, le futur empêché, et à vous deux, l'état des finances publiques en France, pour se plonger dans cet univers. L'état des finances publiques en France, c'est en 2 volumes. Merci vivement à tous les deux. La loi de la guerre victorieuse comme de celle momentanément perdue, c'est d'instituer un écart considérable entre le total des revenus distribués et la masse des biens disponibles.
René Pleven, parce qu'il nous fallait bien un ministre des Finances du gouvernement Charles de Gaulle. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boek. Aujourd'hui à la technique, Anthony Thomasson. Émission préparée par Chloé Rouillon, Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwen Guizou. Le cours de l'histoire retrouvé à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.